J'appelle art abstrait, écrivait Michel Sephore, qui fut l'un de ses principaux exégètes, tout art qui ne contient aucun rappel ni aucune évocation de la réalité, que cette réalité soit ou ne soit pas le point de départ de l'artiste. Ainsi, la peinture cubiste, qui procède de la déconstruction-reconstruction, ne peut être considérée comme abstraite, même si le résultat final est impossible à identifier. Pour autant, cette rupture qu'est la peinture abstraite n'aurait pas été possible sans la libération de la forme initiée par le cubisme ou celle de la couleur par le fauvisme. Une rupture qui fut considérée comme radicale, mais dont on voit bien aujourd'hui qu'elle ne le fut qu'en apparence, car dès 1890, le peintre Maurice Denis écrivait « se rappeler qu'un tableau n'est qu'une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblé. Le fondateur des nabis ouvrait ainsi tout le champ des possibles. » Et pourtant, que de difficultés pour imposer le droit à l'abstraction en peinture, quand on sait que d'autres arts l'avaient admis dès l'origine ou presque, comme l'architecture et surtout la musique. Ainsi, la peinture abstraite est-elle un phénomène propre au XXe siècle, même si dater précisément son invention est une autre histoire. Un jour de 1910, rentrant de promenade, Vassili Kandinsky resta stupéfait à la vue d'un tableau accroché au mur sur lequel le soleil projetait des rayons dorés. Il lui fallut un moment pour reconnaître l'une de ses œuvres, accrochée à l'envers par sa femme de ménage. Il s'en serait inspiré pour sa première aquarelle abstraite, c'est connu et l'histoire est jolie, seulement voilà. Un an auparavant, Francis Picabia avait peint une aquarelle intitulée Caoutchouc, que je vous laisse admirer. Si ça, ce n'est pas de l'abstraction. Toujours est-il que Kandinsky donna à l'art abstrait mission de créer des univers régis par la seule nécessité impérieuse de l'artiste, mais capables d'exister de façon autonome. Ses premières œuvres, comme celles de Kupka et d'autres, portent des titres qui font référence à la musique, art abstrait par excellence, improvisation, composition ou fugue. Si Kandinsky illustre la tendance lyrique de l'abstraction, le suprématisme de Malevich et de son fameux carré blanc sur fond blanc porte l'art abstrait à une sorte de point de non-retour géométrique qui illustre parfaitement Rodchenko et surtout Mondrian. Une simple organisation verticale-horizontale de lignes et de couleurs qui aboutit à définir la peinture comme une activité d'abord cérébrale, en d'autres termes, à une impasse esthétique. À Zurich, avec leur forme irrationnelle, Sophie Teuber et Jean Harpe injectent un peu d'esprit dada dans l'art abstrait, pendant qu'à Paris, Sonia et Robert Delaunay élaborent une œuvre dynamique qu'Apollinaire baptise orphisme. C'est fait, l'abstraction s'impose partout comme avant elle l'impressionnisme. Si vous regardez les travaux de Léger, Matisse ou Villon datés de l'immédiate après-Première Guerre mondiale, vous verrez que la tentation abstraite est omniprésente. La Seconde Guerre déplace le centre névralgique de l'abstraction depuis Paris, où s'affrontent abstrait géométrique, impressionniste abstrait et abstrait lyrique, jusqu'à New York, où triomphe l'expressionnisme abstrait de Jackson Pollock, de Willem de Kooning et de Marc Roscoe, même si celui-ci réfutait le terme. D'autres développements de l'art abstrait voient le jour, comme l'art informel de Fautrier, le tachisme ou encore le primitivisme du groupe Cobra, mais nous leur consacrerons d'autres vidéos ultérieurement. Il est évident que le terme abstrait recouvre tant de tendances et de tempéraments sans véritable unité qu'il est aujourd'hui quelque peu galvaudé. Mais si l'abstraction géométrique semble avoir trouvé une issue fatale avec le froid Vasarely, il en va tout autrement de l'abstraction lyrique. Je fais en effet le pari que cette poétique de l'abstraction, qui repose sur la spontanéité gestuelle du peintre, n'a pas tout donné et qu'elle a encore de beaux jours devant elle.